Vulgariser. Le mot fait parfois tiquer. Comme si simplifier, c'était nécessairement appauvrir. Comme si expliquer, c'était trahir la complexité des sources, la richesse des débats entre spécialistes. Pourtant, la vulgarisation, c'est l'art de rendre visible l'invisible. Ces couches de terre que l'archéologue fouille, ces archives que l'historien déchiffre, ces détails que l'amateur d'art ne voit pas au premier regard. Bienvenue dans le premier podcast du collectif Hérodote, Hérodotecast. Dans ce podcast, on ne vous parlera pas de l'histoire, on vous parlera de comment on en parle. Parce que la vulgarisation, ce n'est pas une concession, c'est un acte de résistance contre l'oubli, contre l'ignorance, contre l'idée que le savoir serait réservé à une élite. Et pour m'accompagner dans ce premier épisode d'Hérodotecast, j'ai avec moi Adeline de la chaîne YouTube Diclio. Salut tout le monde. Nico de la chaîne Alnico Métal de Curieux. Hello. Et Sabine de la chaîne Twitch Sabine Padelou. Bonjour. Mais avant de commencer à partir sur le sujet du jour qui, vous l'avez compris, est la vulgarisation en histoire de l'art et archéologie, nous vous proposons une petite séance d'actualité concernant ces trois disciplines. Alors, qui veut commencer ? Je peux me permettre de commencer si tu veux. Eh ben, je t'en prie, Vas-y. je t'en prie. Alors, moi j'ai choisi de vous parler aujourd'hui du fait que l'INRAP, l'Institut national de recherche et d'archéologie préventive, a décidé d'axer son année 2026 autour des Gaulois pour remettre en avant les recherches des 15-20 dernières années, loin des clichés, dans le discours commun. Alors c'est une année qui va s'orienter autour de 4 grands axes: l'espace rural, avec l'essor de l'architecture au IIIe siècle avant notre ère et des milliers de fermes retrouvées par l'archéologie; l'habitat urbain, les oppidas qui sont formés à partir du IIe siècle avant notre ère, les villes qui sont en règle générale des pôles économiques et démographiques; des pratiques religieuses et funéraires, avec des lieux de culte aménagés à partir du IIIe siècle avant notre ère; la découverte de la pratique de l'inhumation avec des Gaulois assis sans mobilier; la disparition progressive de l'incinération pour favoriser l'inhumation, tout ce genre de choses; et autour de la culture matérielle, avec les Gaulois qui étaient de grands artisans de céramique, métallurgie, orfèvrerie, travail du verre, ce genre de choses. Alors, par plusieurs exemples dans lesquels l'INRAP sont impliqués. Je pense par exemple à une exposition au musée d'art moderne à Troyes sur le prince de Lavaux, qui est l'occasion d'aborder le sujet des pratiques funéraires; au musée de Gergovie du 4 avril 2026 au 7 mars 2027, une nouvelle exposition temporaire sur les vêtements et les parures gauloises. On peut aussi citer pendant les journées européennes de l'archéologie les 12, 13 et 14 juin 2026, l'INRAP sera au village de l'archéologie à Dijon avec la participation du site de Bibracte et du musée Denon de Chalon-sur-Saône. En parallèle de tout ça, l'INRAP va faire beaucoup d'actualités sur leur site, avec des articles, beaucoup de ce genre de choses. Bref, beaucoup d'expositions et de communication autour de ces sujets. Ce qui est assez cool, parce que les Gaulois, c'est un peu un sujet qui me tient à cœur de manière générale. Oui, puis c'est sympa parce que du coup... Ah pardon, je crois que t'avais fini. Vas-y. Désolé. C'est sympa parce que du coup, là, c'est vraiment axé sur les Gaulois, et comme il y a quand même beaucoup de légendes et puis de fake news même parfois sur les Gaulois, c'est quand même hyper important quoi ce qu'ils font. C'est une très bonne initiative. Ah mais complètement, c'est pour ça que je suis super content de voir ça. Je vais essayer de suivre un petit peu, essayer de me rendre un peu sur des expositions. Je sais que je suis un mauvais élève à ce niveau-là aussi, mais essayer de suivre un petit peu tout ça, je trouve ça très très cool. Et donc voilà, je trouvais que c'était une initiative qui était très sympa et qui pouvait peut-être intéresser nos auditeurs et nos auditrices. Puis je voulais en profiter aussi pour faire conclure un petit peu cette partie news là avec un petit rappel qui est peut-être un peu moins sympathique pour l'archéologie préventive, parce que évidemment tout ça c'est possible grâce aux apports de l'archéologie préventive qui représente 90% des projets d'archéologie en France.
Or, Mm. l'archéologie préventive, c'est une discipline qui est souvent pointée du doigt et attaquée comme une pratique qui coûte de l'argent inutilement et fait perdre du temps pour les projets de construction jugés plus importants, entre guillemets. Et je pense, par exemple, dans l'actualité récente, un projet de loi pour l'actualisation de la programmation militaire qui a été déposé à l'Assemblée nationale le 8 avril 2026 et qui, parmi d'autres dispositions, prévoit un régime d'exception pour les projets de construction qui relèveraient d'un, ouvrez les guillemets, état d'alerte de sécurité nationale, fermez les guillemets, et allégerait les procédures d'archéologie préventive. Les opérations d'archéologie préventive ne pourraient être ainsi appliquées que si elles sont, ouvrez à nouveau les guillemets, susceptibles d'avoir un impact notable et direct sur le patrimoine archéologique, fermez les guillemets, et ne peuvent plus durer plus de 2 mois. Mm. Ok. Donc effectivement, si voilà, tout ça pour dire que l'archéologie préventive, c'est quelque chose qui peut apporter des choses très très cool pour la Ouais. culture, pour la connaissance, pour la science de manière générale, mais qui en même temps, socialement, peut être attaqué et qui doit continuer à être défendu. Et puis, si je peux me permettre pour rebondir sur ce que tu viens de dire par rapport à l'archéologie préventive, j'ai un exemple en tête qui est à Luxeuil-les-Bains en Haute-Saône, où ils refaisaient la place à côté de, j'ai oublié de la basilique Saint-Pierre de Luxeuil-les-Bains, car Luxeuil-les-Bains a aussi une basilique Saint-Pierre, Mhm. et qui est assez importante puisque Luxeuil c'est le lieu de Saint Colomban, qui était un moine irlandais qui est venu, entre guillemets, convertir les gens localement. Et en fait, ils voulaient refaire la place et sont tombés, grâce aux fouilles préventives, sur un énorme cimetière. Et depuis, ils ont réinvesti dans ce cimetière mérovingien. Ils ont fait un musée qui est super beau. Donc en fait, c'est devenu une sorte d'attraction locale qui rapporte un petit peu, d'après ce que j'ai compris, au niveau local. Donc ça peut rapporter également, si on reste sur un point de vue complètement pécuniaire, commercial, ce que vous voulez, ça peut reporter de l'argent quand même, non seulement à l'État, mais aussi aux collectivités et donc à tout le monde. Ah oui, bien sûr, mais après c'est quelque chose qui est très souvent, je pense, oublié, c'est que en fait, d'abord je pense que les Français de manière générale, mais beaucoup de gens sont très intéressés par l'histoire, mais surtout que l'histoire, bah, ça évolue, et pour évoluer, on a besoin de ce genre de choses. Donc si on veut Complètement. conserver cet intérêt des Français pour l'histoire de manière générale, il faut conserver ces pratiques comme l'archéologie préventive. Tout à fait d'accord. Mesdames, Bah oui, non, pareil, je suis complètement d'accord avec toi. J'ai pas les chiffres en tête, mais il me semble que l'archéologie préventive, c'est quand même une grosse partie du travail des archéologues en France aujourd'hui. Ça permet aussi beaucoup de grandes découvertes. Et je pense notamment aussi en milieu urbain où c'est difficile de faire des fouilles hors justement ces projets de construction. Et ça permet justement de découvrir un petit peu mieux l'histoire de ces centres urbains et de ces villes. Donc ça me semble hyper important de rappeler ça. Merci Nicolas. Ouais, tout à fait. Bah, alors, tu disais que merci tu avais Nico. vu les chiffres. Sur le site de l'INRAP, apparemment, l'archéologie préventive, c'est 90% du travail archéologique en France. Ouais, ouais, donc c'est très très large majorité. Mm. Ouais. Eh bien, merci Nico pour cette info. On continue avec Adeline, si tu veux bien. Oui, bien sûr, avec plaisir. Donc moi, je vous parle plutôt d'un musée parisien, à savoir le Muséum national d'histoire naturelle qui célèbre cette année ses 400 ans. Le Jardin royal a été créé en 1626, effectivement. C'est un des plus grands musées au monde. Hein, pour ce type de collection, c'est le troisième plus grand musée au monde. Il y a 68 millions de spécimens qui sont conservés là-bas. Et donc, il y a de nombreux chercheurs qui s'y rendent et même beaucoup de visiteurs, hein, 3,5 millions de visiteurs qui viennent visiter le muséum tous les ans. Et donc, sa renommée scientifique, elle est vraiment internationale. Mais c'est pas vraiment pour vous parler du muséum en tant que tel et de son anniversaire que je voulais prendre la parole aujourd'hui. C'est pour vous parler plutôt d'une interview qu'a donnée son président Gilles Bloch le 25 mars dernier. Il a tiré en fait la sonnette d'alarme puisque le Muséum d'histoire naturelle est dans un état de vétusté très important. Aujourd'hui, 74% du patrimoine du muséum est dégradé. Donc, c'est absolument Ah énorme. ouais, Ouais. Sur les 120 bâtiments. 74%? Ouais. Sur les 120 La bâtiments vache. que possède le muséum, 74% donc en état dégradé.
Pour vous donner un exemple, depuis 2004, la galerie de géologie et de minéralogie ne peut plus accueillir de visiteurs. Depuis 2018, le pavillon des reptiles est complètement fermé. Et en fait, donc le Monde, le journal Le Monde a mené un petit peu l'enquête, est allé sur place, et on s'est aperçu qu'il y a énormément de bâtiments totalement délabrés, des sols affaissés, des fissures béantes, l'humidité a tout gangréné. En fait, l'eau s'infiltre partout. Et donc, il y a même des problèmes de fondation dans de nombreux bâtiments. Et puis tout ça donc pose... Mais Ouais, pardon. excuse-moi, je t'interromps, mais je me pose la question parce que tu as donné les dates 2004, 2018, donc c'est quand même des problèmes qui sont là depuis presque 20 ans pour certains. Ouais. Et il n'y a pas eu de réaction, il n'y a pas eu de... Comment ça se fait? Tu sais? En fait, c'est un sous-investissement de manière générale depuis de nombreuses années, où en fait, je comptais vous donner un peu les chiffres après, mais je pouvais les vous donner dès maintenant. Pardon, excuse-moi. Mais en gros, Désolé. Non, pas de problème. Mais en gros, le muséum dépense 15 à 20 millions d'euros par an pour les rénovations. Sauf qu'en fait, c'est pas du tout assez. Donc, ça va permettre de maintenir en état certains bâtiments, notamment donc les bâtiments prioritaires, qui sont ceux qui ouvrent au public. Mais pour des gros travaux de réfection totale de certains bâtiments, en fait, c'est pas possible. Il faudrait des budgets beaucoup plus importants. Et donc, on a un sous-investissement, en fait, qui dure, comme tu l'as dit, depuis 20 ans. Et on arrive un petit peu à la limite, c'est qu'en fait, il y a tellement... Aujourd'hui, on est à 74% du patrimoine qui est délabré. Et il va falloir faire des investissements qui sont beaucoup plus importants et d'un coup, en fait, sur les prochaines années. Mais je me permets juste de revenir un tout petit peu en arrière parce que donc je parle des bâtiments, mais en réalité tout ça, ça pose aussi un danger pour les collections elles-mêmes. Il y a eu des inondations dans la bibliothèque, par exemple, donc, qui ont endommagé des ouvrages anciens. Il y a des moisissures dans les herbiers, des dégradations de spécimens fossilisés. On a même des ossements minéralisés qui explosent sous l'effet de la chaleur et de l'humidité. Et donc tout ça pose aussi des dangers, bien sûr, pour les équipes du muséum. On est un laboratoire dans lequel il pleut, par exemple. Certains travaillent dans des préfabriqués où la température monte à 48 degrés l'été. Et bien sûr aussi un danger pour les visiteurs eux-mêmes, même si, bien sûr, les galeries qui sont qui ne peuvent plus accueillir de public sont fermées pour l'instant. Et tout ça, en fait, donc je vous l'ai dit, l'interview date de mars 2026, mais ça clôt une sorte d'année un peu noire en plus pour le muséum, parce qu'il y a aussi de gros problèmes de sécurité au muséum. À l'été 2025, il y a une cyberattaque massive qui a paralysé une grande partie du réseau du muséum. Je ne sais pas si vous en aviez entendu parler. Ça a fait un petit peu parler dans le domaine des musées. Ça a bloqué leur base de données, la billetterie. Il y a des scientifiques qui ont perdu des travaux dans cette cyberattaque. Et là, quasiment un an plus tard, le site de l'inventaire national du patrimoine naturel serait toujours inaccessible. Il y a 7000 factures en retard qui n'ont pas encore été payées. Et deuxième gros problème de sécurité, en septembre 2025, il y a 6 kilos de pépites d'or estimées donc à 600 000 euros qui ont été volés pendant la nuit dans la galerie de minéralogie. Dans quelques semaines finalement avant le casse du Louvre qui a fait beaucoup plus parler. Donc tout ça, voilà, c'est des problèmes qui sont importants pour le muséum. Et d'ailleurs, une partie du budget de rénovation est partie dans des travaux de sécurité, de sécurisation. Donc, comme je vous le disais, en termes de budget, donc, le muséum dépense 15 à 20 millions d'euros par an pour les rénovations. Sur ces 15 à 20 millions, il y a 5 à 10 millions qui viennent de l'État et plus spécifiquement de sa tutelle, qui est le ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche. Mais une grosse partie du coût des rénovations, pour l'instant, sont sur ces fonds propres qui sont en train de s'épuiser, semble-t-il. Et donc, le président du muséum a déclaré qu'il y aurait besoin de 500 millions d'euros pour les urgences, uniquement pour les urgences, et d'1 milliard d'euros en tout pour atteindre les standards énergétiques dans tous les bâtiments du muséum. Donc, c'est vraiment des sommes énormes, vraiment, et qui, comme je le disais tout à l'heure, sont vraiment bien la conclusion de plusieurs années, même de décennies de sous-investissement de manière générale. Donc, ils font appel, bien sûr, à l'État. Ils demandent des subventions à l'État, mais également à des mécènes. Et il y a même aussi un appel aux dons, vous pouvez retrouver sur le site du muséum. Donc voilà. Alors, on pourra mettre peut-être même le lien dans la description de la vidéo si besoin. Oui, carrément. Du podcast. Notamment, c'est un appel aux dons pour la rénovation du plus ancien bâtiment du muséum qui est aujourd'hui fermé complètement au public.
Voilà, donc en guise un petit peu de conclusion, pareil, sur cette news, ça me laisse un petit peu songeuse, parce que du coup, on a ce problème-là avec le muséum. Il faut savoir qu'au Louvre également, il va y avoir besoin d'environ 1 milliard d'euros pour les rénovations du Mm. bâtiment historique. Pompidou est en ce moment également pour fermer pour des grosses rénovations. Donc il y a quand même pas mal de choses, pas mal de besoins d'argent, on va dire, du côté de la culture et des musées en ce moment. Et on sait que l'État en ce moment ne donne pas autant en tout cas que les musées Mm. l'espèrent. Donc voilà, on va voir un petit peu comment tout ça évolue dans les semaines à venir. Et je terminerai juste en vous disant que c'est tombé cette semaine, donc il y a quelques jours, j'ai appris ça il y a quelques jours, mais donc les agents du Muséum d'histoire naturelle sont en grève depuis plusieurs mois, puisque le personnel du MNHN est l'un des moins bien payés du secteur universitaire, donc du ministère D'accord. de l'Enseignement supérieur. En moyenne, pour le même travail, le même poste, ils sont payés 20% de moins que leurs homologues des autres établissements universitaires et de recherche. Donc voilà, il y a aussi cette question-là, bien sûr. On pense également aux équipes du muséum qui travaillent dans des Oui, conditions compliquées et qui sont très peu rémunérées. Voilà, plus que compliqué même, hein, oui, vu ce que tu décris. Donc bon, n'hésitez pas, celles et ceux qui aimeraient donner, n'hésitez pas, on va vous mettre le lien dans la description du podcast. tout à Voilà, c'est fait. assez important qu'on garde en état tous les musées qu'on a, et ne serait-ce que pour partager la culture et puis retransmettre, d'ailleurs ça va bien avec le sujet principal que on verra tout à l'heure, ce qui te permet en fait tout simplement de vulgariser les sciences, quelles qu'elles soient, euh, que ce soit l'histoire naturelle ou autre, hein. Oui, Voilà. tout à fait. Et donc, du coup, il y aura quand même pas mal de festivités, quand même autour des 400 ans, pas mal d'animations, on va dire. Mm. Donc, si vous avez l'occasion d'y participer, je pense aussi que ça montrera votre soutien envers le muséum. Mm. Très bien. Eh bien, merci Adeline. Je pense que de musée à musée, on va avoir une très bonne transition et je vais te laisser la parole, Sabine. Oui, alors, bon, moi, ça va être beaucoup plus court. L'idée étant un petit peu, vivez-le comme une invitation, parce que le mois de mai est le mois des musées. Pour être honnête, nous avons tout un tas d'événements, dont un sur lequel je voulais revenir, qui est la Nuit européenne des musées, qui aura lieu ce samedi 23 mai. Donc vous avez la possibilité de visiter. Il y aura 3000 établissements culturels ouverts en Europe. Vous avez d'ailleurs pour cela un super programme interactif qui vous permet un petit peu de voir en fonction de vos affinités, de vos possibilités aussi en termes d'accessibilité. C'est très important. L'idée n'est pas juste de dire aller au musée, c'est plutôt de dire comment aller au musée de la manière la plus agréable qui soit pour vous en fonction de vos possibilités. Et voilà, je voulais surtout mettre l'accent sur ça parce que c'est un moment important, c'est un événement qui est gratuit. Ça, c'est important parce que on parle de vulgarisation, mais l'un des pans importants dans la vulgarisation, c'est les moyens que l'on peut mettre à disposition vis-à-vis de ça, et aussi, c'est ce que j'évoquais un peu plus tôt, l'accessibilité. Donc, la Nuit européenne des musées, c'est pour vous une invitation à soit sortir, soit vivre via des conférences, des visites guidées, des escape games. Donc regardez sur le programme ce qui pourrait vous intéresser à côté de chez vous, ou si vous avez possible de vous déplacer dans ces lieux-là, pour un petit peu profiter de cette manne culturelle. Eh ben, merci beaucoup, Sabine. Et je vais essayer de faire vite, terminer de mon côté, sauf si vous avez des choses à dire, parce que je coupe un peu la parole, mais Adeline, Non, Nico, moi je non. voulais juste souligner qu'encore et toujours c'est un problème de manque de sous. Mais Alors, tu reviens sur ce que disait Adeline, hein. Oui, du coup, oui, mais Oui. il y avait le fait de. Ah putain, je suis complètement décalé, pardon. Mais oui, effectivement, le problème de manque de sous que Aline évoquait me rendrait assez ouf. Et puis la nuit des musées, c'est une très bonne opportunité pour intéresser aux gens, je pense. Même je vais essayer de regarder pour y aller. C'est une très bonne opportunité pour intéresser les gens un petit peu à ce monde-là. Oui. Et comme tu le disais très bien, Sabine, c'est partout en France, donc il y a forcément des choses à côté de chez vous.
Voilà. Et je vais mettre un tout petit bémol parce que je suis en train de chercher en même temps et je vois que la nuit des musées en Suisse ne se fera pas au mois de mai, mais en octobre. Donc voilà. Si vous êtes en Suisse et que vous nous écoutez, cherchez pas pour ce mois-ci. Voilà. Juste, tout simplement. Et je pense que on va terminer l'actu avec l'actu que je voulais vous parler. Il s'agit en fait d'une ville médiévale qu'on a redécouvert en Pologne. Donc en plein cœur d'une forêt près de Szlawoborze, je ne suis pas sûr si je prononce bien, je suis désolé pour ceux qui parlent polonais. Dans cette forêt, on a retrouvé, des archéologues de la fondation Relicta ont exhumé les vestiges de Stolzenberg, une ville médiévale mentionnée pour la première fois dans les archives du XVIe siècle. À l'époque, les habitants parlaient encore d'une vieille ville, Altstadt en allemand, parce que c'était une ville allemande, de langue allemande à ce moment-là, et également d'un hôpital ou hospital, et des traces de fortification étaient visibles. Et je veux juste préciser que ces mots Altstadt et hospital correspondent actuellement à des lieux dits dans cette forêt. Donc il y a quand même une trace qui est restée dans les mémoires. Les premières preuves archéologiques remontent à 2020 et 2021, quand des prospections aux détecteurs de métaux ont révélé plus de 400 objets, des outils, des boucles de ceinture, des fibules et même des pièces de monnaie datant des XIIIe et XVe siècles, dont un denier frappé par Barnim II. Et cette cité, en fait, en 2025, a été révélée grâce, par exemple, au scanner, au LIDAR, le fameux LIDAR par drone, qui a cartographié le terrain. Ils ont également utilisé des analyses géophysiques pour détecter les structures enterrées, ainsi que, plus classique pour les archéologues, faire tout simplement des forages pour confirmer la présence des bâtiments. Donc, on est sur un territoire qui fait 6 hectares, qui est entouré d'un fossé de 5,5 mètres de profondeur et même d'un rempart. Les chercheurs ont identifié donc une place centrale, probablement un marché, des parcelles étroites, typiques des villes fondées sous le droit allemand, une rue principale menant à la porte de la ville, et plus de 1500 anomalies, donc par rapport à ce scan, à ce lidar, ont été retrouvées et qui correspondent certainement à des bâtiments enfuis. Et donc c'est quand même assez intéressant comme découverte, parce qu'en réalité, cette ville, semble-t-il, n'a existé que pendant quelques décennies. Elle a été fondée, d'après les datations au carbone 14, à la fin du XIIIe siècle ou au début du XIVe siècle. Donc, comme elle n'a duré que quelques décennies, on retrouve peut-être plus facilement des choses de l'époque médiévale qu'on n'aurait pas retrouvées dans les villes actuelles en Europe. On pense que cette ville a été fondée par les margraves de Brandebourg, donc en fait les seigneurs, on va dire pour faire très court, de l'état de Brandebourg, qui contrôlaient cette région. Et pourquoi elle était abandonnée, on ne sait pas trop. Marcin Krepkowski, pardon, je vais la refaire. Marcin, putain, pardon. Ah, les noms polonais, c'est tout un délire. Ah, les noms polonais, je suis désolé, j'aime beaucoup la Pologne, mais Attendez, je crois je vais peut-être l'avoir. Marcin Krepkowski, je crois que c'est comme ça, de la Fondation Relicta, propose plusieurs hypothèses. Catastrophes naturelles comme des inondations ou des épidémies, de simples changements économiques comme le déclin du commerce et une route commerciale qui va être déviée assez rapidement, ou tout simplement des conflits militaires, mais pour l'instant, on ne sait pas encore véritablement, on n'a pas de preuves tangibles. Voilà. C'est chouette tout ça. Ouais, hyper intéressant, pareil, encore une fois l'archéologie qui va nous apporter des nouveaux éléments passionnants sur cette histoire. Et c'est assez cool parce qu'en plus c'est un endroit c'est un territoire que nous en tant que francophones on connaît assez peu finalement, donc totalement. On angle un petit peu. Ouais. C'est bien de finir sur une bonne nouvelle. Oui, voilà, c'est une nouvelle très intéressante. Oui, vraiment très bon. En plus pour les fans de l'époque médiévale, vous devriez être contents avec les découvertes qu'ils vont faire à mon avis. Ça va nous ramener pas mal de choses hyper intéressantes. Bien, merci à vous trois pour les actus. Et on va repartir, comme vous l'avez vu, notre sujet était donc la vulgarisation. Et voilà, ce qu'on vient de vous dire là, en fait, c'est une forme de vulgarisation. Enfin, c'est de la vulgarisation, tout simplement. Et dans les disciplines qui nous intéressent, donc c'est-à-dire l'histoire de l'art et l'archéologie, eh bien, j'ai envie de vous dire que le savoir n'est pas une tour d'ivoire. Et la vulgarisation, c'est montrer, comme on vient de le faire, que l'histoire n'est pas un récit figé, mais une construction permanente, où chaque nouvelle découverte peut tout bouleverser. Que l'archéologie, en fait, ce n'est pas que des trésors, mais aussi des silences à interpréter. Que l'histoire de l'art, ce n'est pas qu'une succession de chefs-d'œuvre, mais aussi des œuvres oubliées, des styles méprisés et parfois des artistes effacés.
Alors oui, vulgariser, c'est parfois choisir. Quels détails garder, quelles nuances sacrifier pour ne pas perdre son auditeur en route. Mais c'est aussi créer du lien entre le chercheur et le grand public, entre le passé et le présent, entre la rigueur et l'émotion. Et donc, pour ce sujet principal, j'ai envie peut-être de vous poser la première question. Pourquoi est-ce qu'on a choisi de faire de la vulgarisation, tout simplement? Qui veut répondre en premier sur ce sujet, sur cette question qui est absolument pas ample du tout? Sujet facile, sujet facile. Ah bah, vas-y, Nico. Ah du bah coup. non, mais moi je partais dans l'idée de laisser ces dames, laisser la parole aux dames pour une fois. Bon, comment ça pour une fois? Je crois qu'on s'est tous lancés pour avoir des vues, hein. Je pense que c'est pour ça, c'est ce qu'on voulait absolument, des likes, des vues. On voulait devenir influenceur à Dubaï grâce à notre discipline. Je pense que c'est ça. Donc, je en vais pas être fait. méchant, mais Dubaï actuellement, c'est plus. Ah oui, c'est vrai, pardon, c'est vrai. Voilà. C'est vrai, pardon pour C'est le. fait. C'est vrai. Ce n'est plus la panacée maintenant. Hein. Ouais, tout à fait. Non, effectivement. Bon, blague à part. Alors, blague à part. Commencer la vulgarisation, en fait, à titre personnel, c'était une suite logique par rapport à mon activité professionnelle, dans le sens où j'avais été guide dans plusieurs établissements culturels. Ça me plaisait énormément, j'aimais bien cet aspect de transmission de l'info, mais surtout comment donner envie aux gens de revenir sur place, comment donner envie aux gens d'en savoir plus. Moi, c'était ça qui m'intéressait. Après la vidéo, j'ai commencé sur YouTube. Ça, parce qu'il y avait, je connaissais pas encore Twitch à ce moment-là, et l'idée c'était, en fait, pour moi, ce qui était dur, c'était de voir que tout le monde parlait, tout le monde. Je voyais des contenus en culture, en histoire de l'art, et je me disais, bon, c'est pas comme ça que j'aurais fait. Certains avaient d'ailleurs des notions de la rigueur, donc ça allait, mais j'étais pas fan de la manière dont c'était fait. Je me dis, bon, si t'es pas fan, fais-le, quoi. Et en plus, ce qui m'embêtait, c'était ce qu'on entendait souvent, c'est-à-dire que l'histoire de l'art, c'est affaire d'élite. L'histoire de l'art n'intéresse pas spécialement les gens parce qu'ils se sentent pas concernés, et j'avais envie vraiment de casser les choses. C'est-à-dire que pour moi, mon point de vue, c'est que la vulgarisation, c'est un acte de décloisonnement. Et l'idée, c'est pas de baisser le niveau, c'est plutôt d'élargir, d'ouvrir en grand les portes et de dire, prenez ce qui vous plaît là-dedans, poussez plus loin encore, faites votre chemin. Et l'idée, c'est de faire quelque chose qui s'adresse à tout le monde avec un format un peu, je voulais en tout cas, je sais pas si ça l'était, mais un format un peu humoristique, un petit peu cool, parce que quand on fait des études en histoire de l'art, en doctorat, on se marre pas, hein. C'est pas très très drôle en vrai. Et l'idée étant d'avoir ce côté décloisonnement, et surtout, pour moi, c'était une réponse concrète à toutes les barrières socioculturelles que les institutions à ce moment-là n'arrivaient pas encore à lever, parce que c'était avant le Covid. Hein. Le Covid a changé pas mal de choses d'un point de vue accessibilité en ligne, mais avant ça, c'était assez compliqué de trouver des choses. Et quand tu vois les personnes qui peuvent pas se déplacer en musée, qui savent pas où chercher, comment tu peux après leur reprocher de ne pas s'intéresser à l'histoire de l'art? Ils ont qu'à venir en musée. Ouais, mais pour venir en musée, il faut avoir ce petit truc, se dire, j'ai envie d'y aller. Et j'avais envie, en tout cas, d'être cette sorte de... je sais pas si c'est un passeur de savoir, parce que, avec Twitch, on pourra en reparler, mais Twitch, je préfère faire autrement ma vulga. Mais en tout cas, via YouTube, parce que c'est des vidéos scénarisées sur YouTube, l'idée, c'était vraiment c'était aussi d'avoir mon autonomie éditoriale, bien sûr, de faire comme je l'entends, et en plus de montrer que tout le monde peut parler d'histoire de l'art à partir du moment où on a une méthode, une rigueur, et qu'on soit accessible. Ok. Merci Sabine. Nico. Bon, je pense que je vais avoir le parcours, un parcours qui va différer du vôtre, de tous les
tous les trois, de toute façon, et du collectif Hérodote en général, parce que je fais partie des quelques membres du collectif à n'avoir aucune formation d'historien. En fait, pour moi, l'histoire, quand j'étais au lycée, c'était plus l'occasion de draguer ma voitine de table. Bilan des courses, j'ai eu 7 au bac et un râteau. Donc, je suis parti sur des études scientifiques, j'ai fait une école d'ingénieur, aujourd'hui je suis développeur. Vraiment, l'histoire, il n'y avait pas de raison particulière pour que je m'y intéresse plus que ça à la base. Et en fait, c'est pendant ma dernière année d'études en école d'ingé que j'ai fait la connaissance donc, de ma coloc, qui m'a fait découvrir des séries historiques. Donc, je pense à Rome, à Marco Polo, à partir de les Tudors aussi que j'avais adoré, et à partir de ces séries historiques-là, elle m'a redirigé vers les premiers vulgarisateurs, donc je pense à notamment Nota Bene et Manon Bril. Euh, L'idée c'était vraiment, voilà, tu as trouvé que ces séries à base historique t'avaient intéressé, si tu veux en savoir plus, t'as des gens qui en parlent sur YouTube, c'est vachement intéressant. Et donc c'est comme ça en fait que j'ai commencé à m'intéresser à l'histoire, par ce biais finalement très populaire. Et en fait, quand j'ai commencé, je me suis lancé dans la vie et que je me suis dit que la routine métro, boulot, dodo m'intéressait pas beaucoup, je me suis dit, bah, vas-y, je vais lancer une chaîne YouTube, mais j'avais pas la volonté comment dire, j'avais pas la volonté à ce moment-là de vulgariser au grand public, rendre Mhm. accessible des sujets compliqués et tout. En fait, moi, mon raisonnement, il a été différent. C'est-à-dire que je suis fan de musique heavy metal depuis que j'ai 7 ans. Et au moment où j'ai commencé à m'intéresser à l'histoire, je me suis rendu compte qu'il y a énormément de groupes de métal qui utilisent l'histoire dans leurs chansons. Et lancer ma chaîne YouTube, ça a été me créer un cadre pour en apprendre plus sur l'histoire à partir de ces chansons de métal. Et du coup, partager ce que j'apprenais parce qu'il n'y avait aucune raison que je sois le seul à me poser les questions que je me posais. Et Ouais. l'idée, dès le début, ça a tout de suite été de me dire, bah, j'ai envie d'apprendre et je vais partager mon parcours d'apprentissage à d'autres gens qui peuvent se poser ces questions-là, surtout que dans la communauté métal, il y a beaucoup de... il y a beaucoup d'intérêt dans le fait de partager, de fait qu'on apprend des trucs, le fait de parler de cet univers commun qu'on a tous, qu'est la musique. Vraiment, voilà, c'était vraiment l'idée de me dire, bah voilà, je vais parler, je vais en apprendre plus sur l'histoire, je vais commencer à partir des chansons de métal et je vais en parler sur YouTube. Et puis assez rapidement, bah, je suis rentré au collectif qui s'appelait encore un label à ce moment-là. Donc j'ai Mhm. rencontré d'autres personnes qui ont des parcours différents, des manières d'aborder le sujet différemment. Ça m'a appris aussi beaucoup de rigueur, à me poser des questions différentes et de pas utiliser uniquement Wikipédia parce que ça peut être c'est pas la Wikipédia c'est pas l'horreur comme on en a pu en entendre parler il y a quelques années, mais ça reste très incomplet surtout quand on a la prétention de faire de la vulgarisation. Euh, donc pour avoir une première image générale, ça peut être très bien, mais quand on veut creuser, bah, c'est pas suffisant. Et donc c'est en rentrant au collectif que j'ai appris ça, et en fait en discutant un peu avec tout le monde, ça m'a aussi permis de me rendre compte que la vulgarisation pouvait avoir d'autres intérêts, comme le fait de questionner les idées reçues qu'on pouvait avoir, comme le fait de comment dire, de comprendre un petit peu le monde, le paysage culturel dans lequel on vit aussi. Et ça m'a poussé à aborder le sujet un petit peu différemment, où même si aujourd'hui je suis toujours dans cette optique de, bah, j'ai envie d'en apprendre plus, donc je me base sur une chanson de métal qui utilise tel ou tel sujet histo, et je vais partager ce que j'apprends, je suis toujours là-dedans, mais je vais essayer d'agrémenter un peu le truc en allant un petit peu plus loin, en analysant pourquoi le groupe parle de cet événement-là, pourquoi cet événement en particulier, comment est-ce qu'ils en parlent, de quel point de vue ils se placent, est-ce que le groupe a une prétention en particulier derrière le fait Mhm. d'utiliser l'histoire dans ses chansons. Et ça permet en fait d'ouvrir vachement d'horizons et d'aller beaucoup plus loin, mais forcément ça demande aussi beaucoup plus de taf. Donc Donc c'est intéressant, c'est que tu fais un croisement avec également une de tes passions et en même temps avec quelque chose qui est quand même de prime abord assez à part par rapport à comment ça s'appelle, à l'histoire elle-même, puisque là on part directement dans le monde musical et directement dans le métal lui-même, qui est quand même un peu de niche, oui, quoi. c'est ça. Bah, Donc c'est une.
Ça a été l'idée. Vraiment, cette première passion qui a été la musique métal a débouché sur cette deuxième passion qui est devenue l'histoire. C'est vrai que ça peut sembler un peu étonnant comme ça. Mais en fait, en vrai, quand tu y réfléchis, moi, le raisonnement que j'essaie d'appliquer dans la musique métal, c'est un raisonnement. Il y a énormément de choses que tu peux retrouver dans le raisonnement par rapport aux films historiques, aux jeux vidéo, à plein de choses. Et en fait, toutes les questions du pourquoi on en parle, comment on en parle, de quel point de vue, c'est aussi énormément de questions qu'on peut se poser dans plein d'autres médias populaires finalement. Ok. Ah bah merci Nico. Et un témoignage d'Adeline, du coup. Oui, j'espère que ça va parce qu'il s'est mis à pleuvoir très fort chez On n'entend moi. rien du tout, Ah tout va bon, bien. bah, très bien. Oui, donc c'est marrant parce que je passe en dernier et finalement mon expérience rejoint un petit peu ce qui a déjà été dit. Moi, pour le coup, j'ai fait de l'histoire et de l'histoire de l'art dans mes études. Je suis passée par l'école du Louvre et dans mon métier déjà, en fait, l'idée c'est de transmettre plutôt en histoire de l'art, comment dire, de décloisonner ce que tu disais, Sabine, et de donner envie aux gens d'aller dans les musées. Et donc, en parallèle de ça, j'ai eu envie de prolonger un peu mes recherches, mais sur des sujets qui m'intéressaient moi, en fait. C'est un peu, j'ai commencé la vulgarisation plutôt par intérêt personnel et par l'envie, en fait, de creuser des sujets qui m'intéressaient moi avant de penser à un potentiel public. D'abord, c'était plutôt des sujets un peu sociétaux, entre guillemets. Par exemple, j'ai un super souvenir d'une vidéo que j'avais faite sur l'histoire du bronzage, où je me suis vraiment demandé, mais comment est-ce que on est passé d'un idéal de peau blanche à l'idéal aujourd'hui des peaux bronzées. Et donc, du coup, c'est en me posant cette question-là que je suis allée lire les bouquins, que je suis allée essayer de comprendre ça, de mener un peu l'enquête en lisant des historiens. Et après, bien sûr, j'ai eu l'envie de partager ça et de partager ça via YouTube, donc via des petites vidéos. Avec les années et avec le temps qui passe, j'ai un petit peu changé un peu l'idée, en tout cas, de la ligne éditoriale de la chaîne. Maintenant, j'ai plus envie de parler d'images, d'histoire des images, d'histoire des œuvres d'art, parce que je me dis qu'on est submergé justement d'images sur les réseaux sociaux, sur Internet de manière générale, et que c'est cool en fait de pouvoir prendre du recul et de pouvoir les analyser, d'apprendre à les décrypter. Donc ça, c'est vraiment quelque chose que j'ai très envie de faire. Mais comme donc, je le disais, moi, à la base, c'est plutôt des sujets qui m'intéressent, moi. Donc, du coup, j'ai envie de passer du temps dessus, j'ai envie de lire des choses dessus. Et ensuite, l'idée, c'est de partager ça au plus grand nombre parce qu'encore une fois, comme tu l'as dit, Nicolas, si je me suis posé la question, c'est que potentiellement, ça peut intéresser aussi d'autres personnes. D'accord. Et du coup, j'ai Du coup, tu as un peut-être peu parlé un aussi de parcours à mon... mi-chemin entre Sabine et moi, l'idée de rendre accessible quelque chose et en même temps de partager les choses que tu apprends. Ouais, exactement. Donc, c'est marrant que je passe en dernier, du coup, ça complète assez bien. Parfait. Ouais, on a bien géré ça. Et toi, Rob, du coup, voilà. À mon tour. Moi, tout simplement, c'est parce que je suis tellement passionné d'histoire depuis que je suis petit, vraiment, mais littéralement depuis que je suis gosse, pardon, que j'aime bien en parler et j'aime bien le partager. Et j'ai toujours décidé de partager l'histoire de façon un peu rigolote. Quand j'étais à la faculté à Besançon, quand je résumais tel ou tel événement, j'avais tendance à dire ouais, il y a un machin qui est arrivé, en gros, il a envoyé chez l'autre et ils sont foutus sur la tronche. Bon, j'exagère énormément le trait, mais c'était un peu comme ça que j'expliquais tel ou tel événement. Et j'ai voulu essayer de faire pareil sur YouTube, en m'inspirant non pas de Nota Bene ni d'y penser comme beaucoup ont en première inspiration, mais en m'inspirant du joueur du grenier. D'où le fait qu'il y a beaucoup de blagues nulles et de jeux de mots un peu pourris que j'assume complètement dans les vidéos que je propose en général. Et voilà, et c'est vrai que à force, parce que je vais quand même arriver à mes 12 ans de vulgarisation sur YouTube, ça passe vite quand même. Ouais, merci, enfin je sais pas, oui peut-être. Ta chaîne YouTube va bientôt rentrer au collège. Ouais. c'est vrai, c'est complètement vrai. Tout à fait. Mais du coup, évidemment, ma vision de la vulgarisation a quand même beaucoup évolué, grâce aussi au fait d'avoir rejoint ce qu'on appelle maintenant le collectif Hérodote, mais qui s'appelait à l'époque le label Hérodote. Puisque l'idée de
toute bête hein, de vouloir quand même indiquer les sources sur ces vidéos. Quand j'avais commencé, par exemple, la première vidéo, je me suis dit, j'ai pas mettre les sources, je vais juste le mettre dans dans le générique de fin. Et je me suis dit, bon, c'est plus par habitude universitaire que j'ai fait ça. Mais dans ma tête, je dis, ouais, de toute façon, les gens s'en foutent, ils vont pas aller vérifier. Mais c'est après, en discutant entre nous, qu'on s'est dit, bah si, finalement, c'est quand même bien de l'indiquer sur la description de la vidéo, d'indiquer sur quoi on se base pour montrer que déjà, ce conseil ne vient pas de notre imagination. Et deuxièmement, que si on se trompe, les gens peuvent vérifier par eux-mêmes. Et du coup, la vulgarisation aussi apporte une méthode. Et j'aimerais dire ça et rebondir là-dessus par rapport à ce que m'a expliqué quelqu'un que je connais qui s'appelle Tom F. Peters, qui est professeur américain à la retraite, historien de l'architecture, de la technologie du bâtiment et dans l'histoire de la construction, que je connais un petit peu. Il a enseigné entre autres à l'école polytechnique de Zurich. Et il m'a expliqué que véritablement, la vulgarisation, c'est un concept qui, semble-t-il, est francophone. Et nous, en tant que francophones, on s'en rend pas compte. Et dans un de ses livres qu'il a sorti récemment, malheureusement, qui n'existe que en anglais. Donc, s'il y a quelqu'un qui voudrait éditer son livre, franchement, ça peut être cool, parce que ça s'appelle Industrializing Iron Construction and the École Centrale Paris, 1829-1865. Oui, j'ai fait du franglais, je suis désolé. Mais bref, donc, un livre sur l'histoire de l'École Centrale à Paris. Il avait du mal à comprendre ce qu'on voulait dire par vulgarisation en français. Et je reprends une partie de son texte, je le cite, « Il n'existe pas d'équivalent anglais pour le terme vulgarisation. Les traductions courantes sont popularisation et simplification. Ces traductions ratent le point essentiel du mot vulgarisation. La vulgarisation remplit la fonction intellectuelle d'intégrer pédagogiquement la méthode scientifique dans un domaine et ne se limite pas à diffuser des connaissances scientifiques. Elle stimule également l'enrichissement mutuel interdisciplinaire ou transdisciplinaire. La vulgarisation forme principalement l'utilisateur à faire le lien entre les disciplines scientifiques et d'autres domaines. Elle engage et responsabilise activement l'apprenant, tandis que la popularisation ou la diffusion sont des formes passives de transfert de connaissances. En gros, la vulgarisation permet d'acquérir des connaissances, mais aussi des méthodes applicables dans d'autres domaines par les personnes qui reçoivent cette vulgarisation. Donc, la vulgarisation francophone, d'après ce que je comprends et ce que je ressens même en la pratiquant, et alors je ne sais pas si c'est votre cas, on pourra en reparler juste après, c'est transmettre des connaissances, mais aussi et surtout des méthodes. C'est marrant. Alors, je sais que dans mon cas, c'est complètement le cas. Moi, en fait, j'ai plus appris les méthodes que je les ai vraiment transmises. Mais par contre, c'est quelque chose qu'on peut faire, qui m'est arrivé de faire dans des vidéos d'ailleurs, en me disant, à la base, je pensais une information A, et finalement, je pense à toi, Rob, en particulier. Tu m'avais fait le coup sur ma deuxième vidéo sur Sabaton et Ouais. ce qu'on appelle l'incident de Franz Stigler et Charlie Brown, qui est un événement qui n'est connu, quelque chose qui est pourtant évident et à côté duquel je suis complètement passé, qui n'est finalement connu que par un roman, et les sources primaires sont inexistantes, ou en tout cas si elles existent, Ouais. sur un événement de 70 ans qui est certainement conservé dans les archives américaines, et alors que moi qui suis Et français, peut-être allemande aussi. peut-être allemande aussi, mais ça m'étonnerait parce que dans le témoignage, le pilote allemand n'avait pas témoigné, Ah bah oui. parce que ce qu'il avait fait relevait de la haute trahison, il risquait de passer en cour martiale pour ça. Donc il avait Oui, pas c'est vrai, transmis ça. l'information. Et d'ailleurs, si vous êtes intrigué, je vous invite à aller regarder ma vidéo qui s'appelle Sabaton, l'incident de Franz Stigler et Charlie Brown sur YouTube. Je vais pas le raconter ici, c'est pas le sujet. Autopromo. C'est le moment d'autopromo. Et bref, et donc en fait, tout ça pour en revenir au point où justement moi la méthode c'est quelque chose que j'apprends en faisant mes vidéos, j'apprends en vous côtoyant aussi, et c'est quelque chose qui peut être utilisé. L'avantage qu'on peut avoir dans la vulgarisation, c'est ce côté un peu narratif. Je pensais que, mais en fait non, qui permet en fait d'abord de garder l'auditeur, le spectateur en haleine et de le conserver jusqu'au bout de la vidéo, mais aussi de lui faire prendre conscience que dans l'histoire, il peut y avoir des pièges, et des pièges dans lesquels nous on est tombés, et que finalement on les a évités grâce à telle nouvelle information, grâce à telle personne qui nous a conseillé, ce genre de choses. Donc,
Ce que tu disais au sujet de la vulgarisation, donc de ce que pensait la vulgarisation de cet auteur-là, ça me paraît pas si déconnant que ça en fait. Ouais. Bah, Et puis pour aller... Pardon, vas-y Adeline, je t'en prie. ouais, pardon, je rebondissais juste là-dessus en disant que je trouve ça hyper intéressant aussi. Et je pense qu'effectivement, une bonne vulgarisation, c'est aussi montrer où sont les sources, faire comprendre comment on construit le discours en fait historique, comment les historiens ont pu croiser les témoignages, comment ils ont travaillé, déceler les biais éventuellement. Et je trouve que en tout cas, c'est la vulgarisation la plus riche en fait quand on arrive à faire ça et à transmettre ça. Parce qu'en fait, on fait comprendre que l'histoire, elle est complexe, qu'une conséquence, ça peut avoir plusieurs causes, que c'est pas d'ailleurs, tout le monde n'est pas forcément d'accord sur l'analyse d'un événement. Après, je suis pas persuadée que toutes les chaînes le font. Et j'ai l'impression qu'au Non, contraire, ça sur c'est... la Ouais. vulgarisation, sur YouTube notamment, parce que c'est surtout ça que je regarde, il y a beaucoup, beaucoup de récits. Et pas tant de recul justement sur ce qu'est l'histoire et ce qu'est la vulgarisation. Alors après, j'ai l'impression que ça dépend aussi des personnes qui font ces récits, Mm. qui expliquent. Parce que je sais qu'il y a aussi pas mal de chaînes qui sont pas spécialisées en histoire, mais qui vont parler d'événements historiques. Et je pense notamment, par exemple, c'est des chaînes que j'aime bien, hein, Louis San qui parle beaucoup du Japon, Ouais. et de temps en temps qui va nous faire quelques épisodes liés à l'histoire du Japon, où c'est pas trop mal d'un point de vue historique, mais c'est vrai que le côté méthode ne transparaît pas parce que je pense qu'il n'est pas historien de base, tout simplement. Et pour rebondir encore et pour aller dans le sens de ce que disait Tom F. Peters, cette version francophone, a priori, elle me semble corroborée par le fait que des étudiants anglophones m'ont tout simplement indiqué que les vulgarisateurs anglophones de leur côté n'ont pas ce souci de la méthode ou d'indiquer les sources. Je ne sais pas si vous vous rappelez, il y avait quelques temps, enfin il y a plus d'un an, j'avais été invité à un colloque à Belfast. Oui. Pour représenter le collectif, justement, et pour nous présenter. Et l'histoire, enfin le sujet, pardon, c'était pourquoi l'histoire publique est importante. Why public history matters. Et donc j'avais expliqué ce qu'on faisait, notre façon de travailler, le fait qu'on avait, qu'on se, comment ça s'appelle, le fait qu'on se relisait les uns les autres, qu'on vérifiait les textes des uns et des autres, qu'on mettait tout simplement nos sources dans les vidéos. J'avais présenté ça devant des étudiants et ils m'ont dit mais ce serait vachement bien de faire ça pour le monde anglophone. Et je ne savais pas que le monde anglophone ne faisait pas en tant que vulgarisateur. Enfin, dans le monde de la vulgarisation anglophone, pardon. Et je ne savais pas que ce monde de la vulgarisation anglophone ne le faisait pas du tout, parce que je regarde très très peu de chaînes de vulgarisation anglophone. Or, je sais qu'il y a beaucoup de vulgarisateurs ou de youtubeurs tout simplement francophones qui s'inspirent beaucoup des anglophones. Donc, est-ce qu'ils reprennent également cette façon de faire? Ça, c'est une question qu'il faudrait leur poser, tout simplement. C'est une bonne question. J'avoue que j'ai jamais vraiment fait attention à ce qui se passait en dehors de la francophonie. Donc, après, les questions de méthode, c'est des questions qui sont quand même assez importantes. Parce que même si on reste en francophonie, nous, on est parti du principe que indiquer les sources dans les vidéos, ça coulait de source. Mais c'est le parti pris que je partage complètement de l'association, du collectif Hérodote. Mais c'est pas le cas de beaucoup de vulgarisateurs. Et il y a même au-delà de ça, bon, la question des sources, ça veut pas dire que c'est pas parce qu'ils indiquent pas les sources qu'il n'y a pas de méthode. On va dire que c'est plus une Bien sûr. manière de montrer patte blanche et de faire preuve de transparence en disant voilà, les informations que je vous donne ne sortent pas de nulle part, elles viennent de là. Évidemment, c'est ça, c'est le principe. Ouais, juste pour terminer, il y a aussi beaucoup de gens beaucoup de chaînes qui parlent d'histoire, qui peuvent indiquer les sources et qui n'ont pas les méthodes. Aussi, Voilà. ça c'est vrai. Je pense que c'est un point qui est je me rapproche de mon micro. Je pense que c'est un point qui est très important et il faut aussi apprendre à trier et c'est vraiment pas quelque chose de facile. C'est vraiment pas quelque chose de facile. Non, clairement. D'ailleurs, comment dire? Comment est-ce que vous choisissez vos sujets, vous, quand vous décidez d'en parler de telle ou telle chose? Quels critères? Comment vous fonctionnez? Grande question. Moi, en règle générale, c'est pas trop difficile parce que je vais d'abord partir d'une chanson ou d'un groupe que j'aime bien.
Et puis à partir de là, je vais creuser. Voilà, cette chanson parle de tel événement, donc j'ai envie d'en parler parce que je trouve que c'est intéressant. En règle générale, ça se passait un petit peu comme ça. Après, je sais qu'il y a des sujets où cette année, en début d'année, j'ai fait une vidéo donc en février sur le symbole du soleil noir, qui est un symbole très très répandu euh, dans l'extrême droite et qui Très bonne vidéo Merci. d'ailleurs. Et qui passe pour être... Il y a énormément de gens, c'est une idée reçue qui est très répandue, qui, pour beaucoup de gens, le soleil noir serait un symbole qui est à la base païen. Alors pour certaines personnes, il est viking, pour d'autres personnes, il serait plutôt celtique. Et c'est une idée reçue qu'on retrouve également dans le métal et dans la sphère métal. Et justement, à la base, cette vidéo qui devait être une actualité par rapport à... réagir à une actualité de l'année dernière, qui m'a donné beaucoup de mal et qui finalement j'ai décalé de quasiment 1 an. Parce qu'il y avait donc Glenn Danzig, qui est un mec, un chanteur de métal assez connu, qui a mis en vente du merchandising avec ce symbole du soleil noir. Et ça avait agité la sphère métal à l'époque, et j'avais pu revoir justement ce côté mais c'est un symbole, à la base c'est un symbole viking, faut arrêter de voir les nazis partout, machin. Et donc l'idée, ça a été de me dire, puisque c'est pas la première fois que je vois ce genre de truc autour du métal. Il y a des gens qui disent que c'est un symbole. Il y a des gens qui disent que c'est un symbole qui a une préexistence historique. Qu'en est-il réellement ? Et j'ai fait ce sujet-là. Mais D'accord. moi, je vais toujours partir du principe choisir mes sujets parce que c'est l'angle que j'ai choisi d'aborder. Choisir mes sujets par rapport à quelque chose de métal dedans, soit par rapport à une chanson, soit par rapport à une actualité. Je sais que j'ai un gros sujet qui traîne depuis très longtemps, que j'ai du mal à aborder, parce qu'il y a pour les gens qui ne le savent pas, dans le métal, il y a beaucoup de courants. Il y a un courant qu'on appelle le viking metal. Et donc, comme son nom l'indique, c'est du métal qui s'inspire énormément des vikings dans la thématique. Plus un courant thématique que musical d'ailleurs, parce que musicalement on peut retrouver énormément de différences musicales entre différents groupes de viking metal, mais c'est super intéressant. Je suis tout à fait d'accord. Je suis en train de lire une thèse de mémoire sur ce sujet-là, qui va vachement m'aider là-dessus. Et en fait l'idée c'est, il y a un courant entier du métal qui s'appelle du viking metal. Qu'est-ce que c'est ? Pourquoi ils en parlent, comment ils en parlent. Voilà, on en revient à ce que je disais tout à l'heure au sujet de mon rapport à la vulgarisation et comment j'en suis arrivé là. Et en fait, c'est toujours lié à la musique métal d'une manière générale. Ok. Sabine ? Moi, les vidéos sur YouTube, j'en fais beaucoup moins parce que sincèrement, j'ai pas trop de temps. Quand j'ai commencé, ou même ce que tu fais sur Twitch. Ouais, c'est pour expliquer un peu comment j'ai évolué aussi. Au début, je parlais surtout des choses que je connaissais, de mes domaines de spécialité. Parce que l'idée, c'était pas de parler, même avec méthode, je me sentais plus à l'aise avec mes domaines de prédiction, le 19e, le japonisme, les arts décoratifs, etc. Par la suite, effectivement, avec Twitch, ce qui m'a intéressé, et ça me permet de rebondir sur la définition de vulgarisation de l'auteur dont tu parlais, qui, je trouve, s'apparente plus à de la médiation qu'autre chose, en fait. La médiation culturelle. Dans le sens où, avec Twitch, moi, ce qui m'a intéressé, c'est de pas scénariser. Mais scénariser avec Twitch, c'est pas toujours pertinent, parce que l'idée c'est faire du direct, et ce qui m'intéressait c'était de voir qu'est-ce que voulait le public, parce que pour rester en toute logique avec ma démarche de décloisonnement, d'ouverture pour le public, c'est mais qu'est-ce qui les intéresse en fait, qu'est-ce qui intéresse les gens. Donc en général les sujets, je proposais des types de formats que je proposais en vote sur regretter Twitter, ou sur Discord maintenant. Donc l'idée c'est de voir en fonction des envies des personnes. Ça peut être soit créer du contenu, ça peut être des visites d'expos virtuelles. Après j'ai aussi parfois des lives en musée, donc là ça se fait en fonction des propositions de musées, ou moi de mes envies de visiter des musées, parce qu'en général il y a aussi un peu de ça. Donc ça va dépendre de ça, mais pour moi il y a vraiment cet intérêt, qu'est-ce que veut le public, les publics, donc que ce soit la lecture d'articles scientifiques ou de nouveau expo virtuelles, expo réelles, visite de lieux culturels.
Je vais essayer un petit peu de voir qu'est-ce qui peut faire garder ce lien entre ma discipline et public. J'ai une question par rapport à tes visites de lieux réels. Comment ça se passe? Techniquement, tu veux dire? Ouais, et puis, oui, techniquement, oui. L'idée, c'est que en général, en fonction des possibilités techniques, justement, soit je viens avec... Bon, j'ai fait des tests au préalable, hein, je suis la première à critiquer les streamers qui vont dans des lieux culturels sans avoir fait aucun test au préalable. Donc, je vais dans le lieu au préalable, voir qu'est-ce que je capte précisément. Parfois, je peux pas venir avec ma régie, parce que oui, pour un petit peu situer aussi, hein, à côté, je dirige une agence de communication. Donc, ce que je propose dans les musées, c'est parce que j'ai le matos, j'ai l'équipe qui me permet de le faire, et c'est parce que j'ai envie de le faire. Donc, quand je peux venir avec ma régie, il y a quelqu'un qui reste dans une salle où il y a un Wi-Fi ou alors mieux un câble Ethernet, et après on rebalance le flux via mon téléphone. Et on se balade dans le lieu en fonction de ça. Soit j'ai une personne en plus qui me filme avec ma Steadicam ou autre, et j'avance avec la personne, on parle des œuvres. Ou alors si je suis toute seule, c'est moi qui garde la Steadicam en main. Ou alors s'il n'y a pas de régie, de nouveau, j'ai juste mon téléphone, une Steadicam, et ça fonctionne très bien si je capte bien. Alors, du coup, t'as des autorisations? T'as des trucs comme ça? Ah bah oui, bien sûr. Oui, Je ne vais pas dans un lieu culturel sans demander au préalable, parce que de toute manière, on n'a pas le droit. On n'a pas le droit de filmer dans les lieux aujourd'hui. On peut prendre des photos, mais quand vous essayez de faire des vidéos, très vite, vous avez quelqu'un dans la salle qui va venir vous voir en vous disant que la captation visuelle est interdite. Enfin, la captation de vidéo. Donc, non, c'est... Et puis, c'est mieux. Enfin, moi, je préfère quand il y a quelqu'un avec moi. Quand je propose un live en musée, je vais avoir avec moi la personne qui dirige le musée, ou quelqu'un qui a fait une expo, des élus aussi. J'ai déjà eu des élus de la culture. Par exemple, au musée Picasso, j'avais la commissaire d'expo qui, d'ailleurs, la petite fille Picasso. Enfin, l'idée, c'est à chaque fois d'avoir une personne. Même Festival d'Histoire de l'Art, j'ai fait 2 sessions, non, deux ou 3. Enfin, j'ai fait 3 sessions, une sur place au Festival d'Histoire de l'Art. J'avais ceux qui s'occupaient de la programmation scientifique, ceux qui étaient chargés de l'organisation de tout ça. Donc, en gros, comment on fait un festival d'une telle ampleur? J'essaye un petit peu d'avoir quand même parce que c'est ça qui intéresse le public aussi, c'est pas juste mon avis. Ouais. Alors, je précisais ça par rapport aux autorisations, c'est pour que les gens qui nous écoutent ne se disent pas, tiens, demain, je vais aller filmer en direct et je vais montrer à tout le monde, à tous mes potes, tel ou tel musée, quoi. Qu'ils sachent que ça ne se fait pas ils comme vont ça. se faire tacler. Voilà, simplement. Voilà, ils vont se faire tacler, ils vont se faire tarper. Bref, voilà, ok. Adine, de ton côté, comment tu as choisi tes sujets? Oui, alors moi, c'est vraiment la question qui est vraiment pas difficile. J'ai une liste de sujets possibles énorme sur mon ordinateur. Je les trouve en fait dans les expos. Je fais beaucoup d'expos pour le plaisir personnel d'une part, mais aussi pour mon travail salarié de l'autre côté. Beaucoup de lectures aussi, et donc ça me donne plein d'idées de sujets. Ça me redonne des idées de sujets. Par exemple, là, dernièrement, j'ai revisité l'exposition Lee Miller au musée d'art moderne de la ville de Paris. Donc, je me dis qu'il y avait forcément quelque chose à faire avec son travail, le travail de cette photographe. Là, dans mes lectures, j'avais lu il y a quelques temps maintenant un livre de photographie qui s'appelle Il s'aime, qui reprend des photographies une collection de photographies d'hommes en couple, en tout cas qui posent en couple devant l'appareil photo. Donc je pense que tout ça, c'est des sujets qui sont hyper intéressants. J'avais pensé, pareil, il y a quelques années encore, travailler sur la représentation, enfin ce qu'a fait le sida plutôt dans l'art. Comment est-ce que l'art a pu servir justement pour attirer l'attention sur cette cause-là. Bref, donc j'ai plein d'idées de sujets. La question, c'est plutôt le temps que je peux y consacrer, comment travailler dessus. Et surtout, en fait, une fois qu'on a commencé à se plonger dans un sujet, comment s'arrêter? Parce qu'on pourrait on peut lire énormément de choses. C'est un peu sans fin. Donc, je suis un peu perfectionniste. Je pense que je ne suis pas la seule. Donc, j'ai envie de proposer le
la meilleure vidéo possible, le meilleur texte possible. Et du coup, moi, ma question, c'est plus, voilà, moi j'ai eu toutes les idées de sujet, il n'y a pas de problème, mais comment est-ce que j'arrive à m'arrêter enfin et à produire enfin la vidéo en trouvant le temps de faire tout ça. Ça, je comprends bien le problème. J'ai eu ça avec avec ma mini-série sur Bonaparte en Égypte, qui au départ devait être une vidéo courte, une mini-série qui a duré 3 ans. Voilà, donc j'ai pas su m'arrêter quand il fallait. Et puis là, je suis en train de préparer un nouveau podcast. Je suis très podcast en ce moment, où je vais tout simplement expliquer les différentes branches du christianisme. Pareil, je me suis dit, ah bah tiens, ça va être rapide à faire. Et non. Donc je suis en train de me perdre également dans les recherches, mais c'est toujours un grand plaisir. Ça, savoir quand est-ce qu'on s'arrête, quand est-ce qu'on a assez d'informations pour se dire, bon, je peux m'arrêter là, c'est un grand débat aussi. Ouais. C'est un gros problème, ouais. C'est clair que c'est tellement passionnant en général quand tu fais des recherches, t'as envie de continuer, t'as envie, ah bah tiens, pourquoi il y a eu ceci, cela. Ce qui fait que tu repars sur un autre sujet, tu découvres d'autres trucs, enfin tu t'en finis jamais, quoi. Donc mais il faut au bout d'un moment dire stop, Oui. s'arrêter et puis passer à autre chose. Mais c'est vrai que c'est compliqué parfois, c'est un peu Moi, j'ai frustrant. eu des problèmes existentiels. C'est par exemple, il y a une vidéo que j'avais préparée, enfin un texte que j'avais préparé il y a maintenant longtemps. Et depuis, il y a eu de nouvelles publications. Donc, je suis en train de me dire, est-ce que je retourne dans les publications? Mais du coup, ça va encore décaler la date de sortie. Enfin, voilà, j'ai des problèmes existentiels comme ça. Ouais, bah, la vulgarisation, c'est un peu ça, devoir accepter de dire. C'est un peu l'idée, devoir accepter l'idée qu'on en dit à la fois trop et pas assez, quoi. Ouais. Oui, c'est ça. Et puis bon, on est quand même tous animés par une certaine passion pour les disciplines qu'on a choisi de vulgariser. D'ailleurs, c'est quoi votre rapport, par exemple, avec ou l'histoire de l'art, ou l'archéologie? Moi, j'ai déjà expliqué ce point-là. Donc... Oui, c'est vrai que toi, c'était pour draguer ta voisine. À la base, c'était pour ça, draguer ma voisine. Oui, à la base, c'était pour ça. Voilà, tout simplement. Ça, on l'a compris. Donc, je vais pas revenir dessus. Je vais laisser donc, du coup, tu as déjà expliqué. On va laisser parler ou Adeline ou Sabine. Voilà. Pardon, je suis pas sûre d'avoir bien compris la question de mon côté. Donc, si Sabine, tu veux te lancer, Ouais. vas-y. Je crois que ça va pas être très glorieux non plus de mon côté. Ah bon? C'était pour draguer aussi? Non. Non, c'est pas une question de drague, mais par contre, c'est une question de représentation, enfin, une question d'image que je me faisais de l'archéologie, parce qu'à l'origine, je voulais aller surtout dans l'archéologie. J'ai été ensuite très, très, on va dire, déçue de ce que j'y ai trouvé, mais ça, c'est un autre sujet, on va dire. En gros, comme beaucoup de gamins, je ne savais absolument pas ce que je voulais faire. Voilà, je savais faire certaines choses. J'avais un profil très généraliste, très littéraire. On m'a demandé qu'est-ce que je voulais faire lors d'une réunion à la con par des conseillers d'orientation qui n'y connaissent absolument rien. Et en fait, j'ai dit on m'a demandé on m'a demandé mais qu'est-ce que tu aimes? Et moi à cette époque-là, qu'est-ce que j'aimais jouer à Tomb Raider, j'aimais les films d'Indiana Jones. Ça incarnait pour moi quelque chose de grand, de fabuleux, d'intéressant, d'intriguant, de non plan-plan. Donc on m'a dit écoute, fais histoire de l'art, archéologie. Donc j'ai commencé par ça, plus profil égyptologue de base. J'avais fait égyptologie à l'école du Louvre. Très alors, cours exceptionnel, mais professeurs extrêmement mesquins. Pas tous heureusement, mais certains ont suffi à me dégoûter complètement du milieu. Donc je suis partie à la fac où je me sentais beaucoup mieux, beaucoup plus acceptée, parce que l'école du Louvre, c'est une très belle école, mais c'est très linéaire. Voilà, c'est très linéaire. Le seul cours que je regrette, que j'adorais là-bas, c'était les cours devant les œuvres. Donc, c'était les cours en musée. Donc, tu étais face à l'œuvre et tu étais face à l'objet. Tu tournais autour. Tu vivais une sorte de contexte qui, pour moi, est fascinant. Mais le reste, c'était beaucoup trop linéaire à mon sens et j'avais besoin de faire plusieurs choses à la fois. Donc, pour en avoir discuté avec une prof de l'école du Louvre à l'époque que j'adorais et qui aujourd'hui est d'ailleurs la directrice de l'école du Louvre. Et l'idée, elle m'a conseillé parce qu'elle-même enseignait également à Nanterre, la fac où j'ai été. Elle m'a dit, mais venez à la fac, ça vous correspondra mieux. Et effectivement. Donc en fait, au début, c'était effectivement ce côté un peu l'image, ce que je me faisais comme image de l'histoire de l'art, de l'archéologie. Et au final, ce qui m'a passionné, c'est
c'est la réflexion qu'il y avait autour de l'objet, dans le sens où un objet, ça indique beaucoup de choses, ça indique une technique, ça indique un contexte artistique, ça indique ensuite un contexte social, politique. En fait, pour moi, c'est une matière sublime, enfin dans le sens où on apprend énormément de choses. C'est pas juste de l'art pour l'art, c'est un objet qui va être le témoin. Et pour moi, quand on fait l'histoire de l'art, c'est un peu comme être enquêteur. On doit résoudre des enquêtes à travers l'objet, et on doit comprendre qui l'a fait, pourquoi, quelles étaient ses intentions, quelles étaient ses ambitions, comment il a fait, avec quels outils, etc. Enfin, et moi, ça, pour mon cerveau, c'était fantastique. Donc j'ai pas voulu quitter cette matière que j'ai adorée du coup. D'accord. Du coup, Adeline, est-ce que tu as pu réfléchir à ton rapport à l'histoire de l'art? Bah, moi, je viens de l'histoire. Pourquoi Je ça? viens de l'histoire Pourquoi? parce que moi, c'était ma passion depuis toute petite. J'adorais l'histoire, lire des trucs autour de l'histoire, etc. Et je voulais vraiment travailler dans ce milieu-là, sauf que je savais pas quel métier choisir parce que je voulais pas être prof. Et que quand on nous en parle, pareil, dans les conseils, en conseil d'orientation, etc., c'est souvent le métier qui revient. Et je suis passée par la classe préparatoire à l'École nationale des chartes. Avant de partir à la fac d'histoire, parce que j'ai raté le concours. Et en parallèle, je suis passée à l'école du Louvre, moi aussi. Du coup, je ne sais pas du tout quelle année tu y étais, Sabine. Peut-être qu'on s'y est croisés. Mais du coup, moi, pour le coup, j'ai beaucoup aimé l'école du Louvre. En fait, je faisais de l'histoire et de l'histoire de l'art en parallèle pendant les premières années. Donc, l'histoire à la fac et l'histoire de l'art à l'école du Louvre. J'ai poursuivi uniquement l'histoire de l'art jusque, du coup, après, en master, où, en fait, j'ai un peu... Enfin, c'est toujours de l'histoire de l'art, mais c'est une discipline un peu particulière, c'est la muséologie. C'est-à-dire que c'est plutôt l'étude des musées dans tous leurs aspects, à la fois historiques, mais pas que, sociologiques, économiques, etc. Donc, j'ai plutôt terminé mes études sur ces sujets-là. Et moi, enfin, Sabine a très bien présenté ce qu'est l'histoire de l'art et je suis complètement d'accord avec elle sur l'importance de l'objet et ce que un objet dit aussi de son époque. Moi, c'est ça qui m'intéresse beaucoup. Ce qu'un objet et l'image aussi qu'il peut représenter dit de son époque. Et c'est ça qui continue à me passionner dans cette discipline, c'est que il y a tellement de choses à dire autour d'une œuvre d'art, pas que... oui, il y a tellement de choses à dire que c'est absolument passionnant. En fait, on peut toujours continuer à fouiller, toujours découvrir des choses. Donc voilà. Et d'ailleurs, moi, je continue aujourd'hui dans mon métier à aller dans les musées, à enseigner aussi dans les TD de l'école du Louvre. Et pareil, donc la Vulga, ça me permet de faire un pas de côté pour parler des sujets qui, moi, me passionnent beaucoup et que j'ai pas l'occasion justement d'aborder dans mon travail salarié. Ouais. Alors, pour répondre à la question de quand j'y étais, je suis très vieille. Hein. J'y suis arrivée vers... T'es pas obligée de donner la date. Si non, non, mais j'ai aucun problème avec mon âge. C'est pour préciser. Je suis arrivée là-bas en 2004-2005. Ok. Voilà. Je suis arrivée en 2012, donc ça fait quelques années plus tard, effectivement. Ouais, voilà. Donc, et il y avait une autre expression aussi par rapport à l'histoire de l'art et qui me fascine. Oh putain, c'est moi le plus vieux. Oui. Moi j'aime bien présenter ça à mes étudiants, que l'histoire de l'art c'est une histoire des restes. Et en fait, ça doit toujours ça te force tout le temps à te dire, à ne pas rester sur des acquis en fait. C'est pas parce que tu as des objets en face de toi que c'est les seuls objets qui ont été faits. C'est aussi ça, c'est le disparu, ce qui n'existe plus. Moi, c'est aussi ça qui me fascine, essayer de comprendre pourquoi on a ces objets-là et pas les autres. Pourquoi on n'a plus les autres. Ok. Nico, de ton côté, je te redonne la parole. J'ai pas vraiment grand-chose de plus à dire à ce sujet-là. Moi, c'est quelque chose qui m'est arrivé assez tardivement et pas du tout par les études. Ouais, j'aimais bien les histoires de chevaliers, j'aimais bien les châteaux forts et j'étais un grand fan du Seigneur des Anneaux qui a des inspirations historiques assez évidentes en termes de matériel. Après... pas que même. Oui, pas que, mais oui. Là, en l'occurrence, je pense principalement au visuel. Au film, ouais. Et
Mais c'est pas ça qui a déclenché le truc, mais c'est vraiment quelque chose qui m'est arrivé vraiment très tardivement. Plus à la base comme une source d'inspiration et plus à la base comme une histoire qu'on raconte. Là maintenant, si tu me posais la question aujourd'hui, je saurais pas tellement quoi te répondre parce que mon point de vue sur le sujet évolue perpétuellement. Mais à la base, c'était plus des histoires avec un petit H servies grâce à l'histoire avec un grand H. Bah, Et non pas avec une grande hache, pardon, faites pas cette blague. mais si je peux rebondir, Voilà, c'est fait. C'est ma chaîne, pardon. je peux rebondir juste sur ce que tu viens de dire, Nicolas. Je pense que quand on est gamin, on vient à l'histoire par les histoires, justement. Enfin, moi, c'est pas la même chose que toi. Et j'ai découvert ce qu'était vraiment l'histoire en tant que discipline historique quand je suis arrivée vraiment, même dans les études supérieures, finalement. Oui, quand on Et est j'ai trouvé gamin, ça je suis encore d'accord, mais moi j'avais plus 24 ans, quoi. intéressant. Ah oui, pardon. J'avais pas- Bah, de mon côté, écoute, je suis assez d'accord avec toi, Adeline. Pareil, c'est depuis que je suis gamin, mais ça va peut-être un peu plus vous surprendre par quelle œuvre. La première, c'est Les Chevaliers du Zodiaque, ou Saint Seiya pour les fans de manga, qui m'a donné une espèce de passion pour la culture grecque. Voilà, parce que dans les Chevaliers du Zodiaque, si vous connaissez pas, vous avez des jeunes héros, enfin, il y en a deux qui sont japonais de base, qui vont porter des espèces d'armures qui sont liées comment ça s'appelle, c'est pas au Zodiaque justement, enfin aux astres, et en lien avec la déesse Athéna et d'autres divinités grecques. Alors pourquoi tout ça ensemble? Faudra demander à l'auteur, mais quand j'étais gamin, je trouvais ça génial et on était plein à apprécier ça. Et la deuxième œuvre, pareil, c'est le très très kitsch Choc des Titans, le premier, le véritable, le premier, hein, celui des années 80, qui m'avait énormément impressionné quand j'étais petit. Et je suis persuadé que ces deux œuvres m'ont donné une passion pour la Grèce antique, et de là va découler toute une passion pour l'histoire que j'ai jamais abandonnée, puisque je suis encore là en train de vous en parler aujourd'hui, tout simplement. Donc plus une histoire, ouais, plus un rapport très très passionnel, passionné plutôt que passionnel, parce que passionnel c'est quand même pas forcément, dans notre cas c'est peut-être pas une bonne idée, mais voilà. Ouais, bah, effectivement, c'est. À part moi, finalement, vous avez tous eu le virus assez tôt, quoi. Oui, on dirait. Du coup, on est tous passionnés d'histoire, histoire de l'art, archéologie, etc. On a tous envie de transmettre, mais pourquoi est-ce qu'on transmet? Dans quel but? À part satisfaire notre envie de transmettre. Les vues, les likes, Ah oui, il y a pas les vues, Ah, pardon. J'avais oublié. Sabine, heureusement. Oui, heureusement que tu rappelles. les millions de C'est très dollars. problématique. Toute la YouTube monnaie qui n'existe pas, sauf pour les plus connus de tous les youtubeurs. Mais voilà. À part cette vision très mercantile, pourquoi transmettons? Pourquoi est-ce qu'on continue à transmettre, à faire la vulgarisation, surtout par rapport avec ce qui se passe au niveau des plateformes qui sont de moins en moins enclins. Oui, je pense pas me tromper grammaticalement enclin, enfin bref, qui ont moins en moins tendance à mettre en avant la vulgarisation ou les sciences, et qui ont pu se mettre en avant le divertissement, les clashs, etc. Pourquoi est-ce qu'on continue malgré tout? Bah, je pense que Sabine en a déjà un petit peu parlé aussi dans son envie de transmettre. C'est aussi, de mon côté, je la rejoins, c'est de transmettre aussi des clés de compréhension, de donner envie aux gens d'aller plus loin, d'aller pousser la porte d'un musée, par exemple. Et évidemment, je sais très bien qu'on n'a pas du tout la même force de frappe que d'autres types de contenus sur les plateformes. Mais ça me semble important de continuer justement à donner ces clés de compréhension du passé, à toujours faire comprendre transmettre l'idée que l'histoire, c'est une discipline qui est toujours en mouvement, qu'on peut s'intéresser aussi à plein de choses dans l'histoire, pas uniquement à l'histoire politique ou à l'histoire des batailles. Donc, moi, je trouve que c'est toujours très important, et c'est aussi très important dans un moment où on a beaucoup de discours pseudo-historiques, notamment sur les plateformes. Mais on lutte avec nos propres armes contre ça. C'est ça, exact. Exact. On lutte comme on peut. Ouais. Sabine Justement, je pense que j'ajouterais. Après, il y a
aussi quand on fait par exemple, un doctorat ou même le master de recherche, on nous apprend de toute manière à diffuser la recherche. Ça fait partie de nos missions de participer à des colloques, essayer de faire des publis, des choses comme ça. Quand on a déjà ce goût, ça reste, mais après on va lui donner un autre sens. Perso, après je pense que non, c'est clair, je suis pas du tout la seule, et tant mieux. Partager ce qu'on sait, c'est un acte politique. Même si c'est un petit acte politique, c'en est un, il est réel. Et nous sommes à une époque où on a besoin, en fait. On est dans une période charnière où on est le plus attaqué, enfin les ressources humaines et sociales sont les plus attaquées. Il y a un déferlement des technologies qui permettent à tout le monde, en soi c'est bien de dire tout ce qu'on veut, tout ce qu'on pense. Le problème c'est qu'il y en a qui vont utiliser, qui vont détourner, qui vont réécrire, et là en fait ça devient problématique, et c'est là où pour moi il y a une question politique derrière. L'idée étant vraiment de remettre une forme de véracité scientifique là-dedans. Plus, ce que j'aime, c'est que les sciences humaines et sociales, elles dérangent énormément parce qu'elles questionnent le pouvoir aussi, ça on va être honnête. Nous, on sert à rien. Concrètement. Enfin, c'est en tout cas, on veut nous faire croire. Un ingénieur, ça sert. Quelqu'un qui fait des choses techniques sert à quelque chose. Quelqu'un qui est en sciences humaines et sociales, concrètement, ne sert à rien pour le monde dans lequel on est. Mais c'est fantastique, justement. Totalement. En fait, je me permets un tout petit aparté. Ça rejoint ce qu'on disait au niveau des news au tout début du podcast par rapport au fait le manque des moyens, le manque d'investissement qu'il y a dans la culture de manière générale, justement parce que c'est vu comme étant inutile versus d'un point de vue très productiviste. Quand on va mettre ça en regard de métiers comme des ingénieurs, des comptables, de n'importe quoi, qui rapportent concrètement de l'argent, d'un point de vue utilitariste, d'un point de vue mercantiliste, la culture, entre guillemets, ne ramène pas d'argent, ou en tout cas beaucoup moins. Mais même ça, c'est un petit peu une espèce de légende en soi, parce que quand tu regardes bien les chiffres, la France est quand même le plus grand, la première destination touristique. Et donc, pour avoir des touristes qui arrivent, il faut mettre en avant la culture française, locale, régionale, etc. Donc, investir dans des musées, mais également culture dans le sens le plus large du terme. Tout ce qui est production, alors je vais un peu m'éloigner de l'histoire de l'art, etc. Mais tout ce qui est production musicale, film, livre, etc. C'est aussi de la culture et ça engrange aussi de l'argent. Donc, toujours dire que la culture n'apporte rien, je trouve que d'un point de vue ne serait-ce tout simplement que pécuniaire ou commercial, c'est une erreur, c'est complètement fou. Et parmi cette culture-là, donc tout ce qui est histoire, tout ce qui est musée, tout ce qui est archéologie, va produire de la culture. Si on veut rester, si je dois adopter un discours très capitaliste, ce que vous voulez, ça produit de la culture qui va produire elle-même des entrées dans des musées, des entrées qui vont inspirer des œuvres historiques, etc. Donc je pense que cette vision-là, alors je dis pas qu'on la partage, non, on la partage pas du tout ici au sein de notre petite podcast ici, mais d'avoir cette vision en train de toujours dire que la culture ne sert à rien, c'est une erreur totale et une méconnaissance, je pense, à mon avis, de la réalité, tout simplement. Donc j'aimerais bien que ce genre d'image, de légende cesse enfin. Bon, c'est un peu plus, parce que ça va être compliqué. On est dans une logique utilitariste de rentabilité immédiate. Oui. On est complètement dans une rhétorique qui est politique, économique. Donc c'est pour ça que je dis que ça sert à rien. Alors qu'au contraire, ça sert. Qui se casse la tête à faire les algos, à analyser toutes les données, à contextualiser les crises, essayer de les comprendre. Ce sont des gens à SHS. C'est ça en fait, mais voilà. Donc, sciences humaines et sociales. Oui, c'est vrai, tout à fait. Mais l'idée, c'est de dire globalement, on est dans une mouvance globale qui doit rendre les gens idiots car facilement dominés par le système en cours. Donc voilà, pour resituer aussi que les gens comprennent. Je suis clairement de gauche. Voilà, je préfère que vous sachiez d'où on parle parce que j'ai pas envie que les gens ne disent mais qu'est-ce qu'elle raconte. Moi, je préfère être honnête là-dessus. On peut, c'est juste une petite aparté politique à ce niveau-là. Mais en tout cas, il y a une stratégie, un peu d'obsolescence programmée de notre cerveau qui est en train d'être faite. Et c'est
c'est vers ça, moi, que je veux lutter contre ça, à travers une diffusion massive des connaissances, à essayer de donner les méthodes via Twitch. J'essaie de faire des choses avec le public, on essaie de faire des expos ensemble, on essaie de faire vraiment... Quand je dis faire les expos, c'est-à-dire que j'ai créé des expos avec le public. Et c'est-à-dire qu'on a recherché les œuvres, on a recherché le matériel pour créer vraiment cet espace de réflexion. Hein. L'idée étant vraiment de donner aux gens les clés pour se réapproprier leur cerveau, parce que là, à l'heure actuelle, avec et encore, je suis dans la com, hein, donc je tire un peu sur mon métier, mais les réseaux sociaux, la mécanique de l'économie et de l'attention n'a fait qu'amplifier ce phénomène, et c'est voilà quoi. Alors, je vais pas être d'accord avec toi, et c'est bien, ça donne un peu de relief à notre débat, parce que je ne suis pas de gauche, je suis de droite. Non, c'est pas vrai. T'as le droit, mais oui, c'est vrai, j'ai le droit, mais je suis pas de gauche non plus. Enfin bref, je vais pas partir en politique parce que j'ai une vision très atypique du monde politique, et pourtant j'en ai fait de la politique au niveau local. Mais à mon avis, la stratégie, je pense pas qu'elle soit... La vision que j'ai, je pense pas que le but c'est qu'on devienne con ou je sais pas quoi. Je pense tout simplement que les gens qui ont créé les systèmes dans lesquels on est en train de se mettre en place, de se diriger, et je pense notamment à tout ce qui est plateforme, et t'en parlais justement, la volonté de retenir le plus longtemps quelqu'un sur une plateforme, elle est plus... Voilà, tout simplement, bêtement, juste pour l'argent. Je pense pas que le but c'est de nous rendre con, c'est simplement qu'on reste plus longtemps pour produire de l'argent, tout simplement. Je voulais juste préciser ça parce que c'est quand même une réflexion que j'ai depuis quelques temps, pardon. Et d'ailleurs, je suis en train de préparer quelque chose. Mais je sais pas si je pourrais le sortir cette année, qui va à la fois conjuguer mon expérience de 12 ans sur YouTube avec une réflexion que je commence à avoir par rapport à la société dans laquelle on est et par rapport aux plateformes tout confondu, que ce soit YouTube, que ce soit autre chose, que ce soit Amazon même et autres, la société dans laquelle on est en train de se diriger. Et voilà, je suis en train un peu de teaser les futurs projets. C'était pas le but, mais voilà, bref. Pardon. Non, mais clairement, en fait, ça va plutôt être un corollaire. Le fait, et ça sert aux politiques, hein. Le fait que nous ayons aucune mémoire collective, qu'on ait des grosses problématiques. Alors attention, on va préciser ici pour pas qu'on se fasse taxer de gauchiste uniquement. Mais c'est politique toute tendance confondue, parce que ce soit de ce que je vois là, et je rappelle que j'ai fait de la politique au niveau local, que ce soit extrême droite, centre, gauche, extrême gauche, je vois des dingueries, comme disent les jeunes, dans tous les camps. Que ce soit même récupération historique, puisque c'est quand même notre sujet, la récupération historique, j'en vois dans tous les camps. Mais bien sûr. Et ils en font n'importe quoi, ils disent des bêtises, ils disent des conneries pour simplement alimenter leur discours politique. Et comme tu le dis, le fait que on oublie tel ou tel scandale ou tel propos, etc., 3 mois, 1 mois, 1 semaine après que ce propos est dit, ça les aide, ça va dans leur sens, effectivement. Évidemment. Mais dans mon esprit, je pense pas que ce soit fait de façon volontaire. Je sais pas comment dire. Là, on part sur un débat peut-être un peu trop... Oui, non, c'était histoire un petit surtout peu qu'on arrive à la fin du sujet. Qu'est-ce qu'on peut dire donc par rapport à la Vulga ? Donc le but de notre volonté de faire la Vulga, tout simplement, c'est de transmettre des savoirs. On avait participé en 2024 à un excellent festival à Verdun qui s'appelait Passeurs d'Histoire, et je pense que le terme Passeurs d'Histoire est très bien trouvé, puisque c'est ce qu'on essaie d'un peu de faire de notre côté, vous me direz ce que vous en pensez, c'est-à-dire de passer les connaissances du monde universitaire, le décloisonner, comme tu le dis Sabine, pour l'offrir aux personnes qui ne sont pas dans le milieu universitaire, et donc non pas le simplifier, mais je dirais presque le traduire, et espérer par cette traduction améliorer le questionnement des gens en général, leur faire affûter leur esprit critique. Voilà, je ne sais pas ce que vous pensez de cette réflexion. Je suis assez d'accord avec ça. Oui, pareil. De toute façon, on en revient à ce qu'on disait. Il y a une volonté de transmission de passion, et puis il y a une volonté aussi de méthode, de rigueur, et en fait, tous ces éléments-là qu'on va aller transmettre aussi permettent aux gens d'affûter leur esprit critique. Ouais. Écoutez, super. Je pense qu'on arrive au bout du sujet de la vulgarisation, si vous êtes toutes et tous d'accord.
Juste avant qu'on se quitte, on va peut-être parler un petit peu des actualités de chacun et des membres du collectif Hérodote, puisque je rappelle que notre podcast Hérodotecast, le numéro 1, enfin, premier épisode, pardon, de ce podcast est lié donc au collectif Hérodote, dont nous faisons toutes et tous partie ici. Donc, je vais laisser la parole. Tiens, on va laisser la parole à Adeline. Oui, pour mes actus déjà, c'est ça? Oui, tes actus et puis Oui, alors, les actus des copains et des très copines. rapidement, Voilà. mais vous l'aurez compris, je travaille sur plusieurs sujets en même temps sur la chaîne, mais une vidéo à venir sur une petite enquête autour de la représentation d'un guépard dans une fresque de la Renaissance italienne. Voilà, ça m'a permis un petit peu de mieux comprendre la création des ménageries et pourquoi est-ce qu'à l'époque les princes collectionnent les grands félins. Et avec Sabine et d'autres membres du collectif, on sera au Festival d'Histoire publique à Créteil, qui se déroule entre Paris et Créteil le 28 du 28 au 30 mai, même sur le thème du corps. Nous, on sera présents le 29 mai, plusieurs membres du collectif le 29 mai pour tenir un stand et échanger avec les personnes qui y seront présentes. Super, n'hésitez pas à aller venir. Venez si vous êtes à Créteil. C'est à Créteil le 29, ouais. Ouais. Et est-ce que le festival est gratuit? Il est gratuit, il y a plein d'animations, Il est gratuit. il y a des tables rondes, des ateliers, d'autres personnes aussi qui tiendront des stands. Donc, c'est un riche programme que vous pouvez consulter sur le site internet de ce festival d'histoire publique. Donc, pour tous ceux et toutes celles qui nous écoutent et qui sont du côté de Créteil, et si vous ne savez pas quoi faire le 29, vous n'avez aucune excuse. Voilà, allez faire un tour au festival. Venez nous faire coucou, ce sera sympa. Et puis, j'ai 2 petits conseils de vidéos YouTube à aller voir donc de nos compagnons du collectif. Déjà, une vidéo d'une histoire à raconter, qui a fait toute une série de vidéos sur les enfants, l'histoire consacrée, excusez-moi, à l'histoire de la protection de l'enfance en France. Et donc, il a sorti sa 4e vidéo sur les enfants placés, exploités, la naissance de l'assistance publique. Donc, voilà, je vous conseille, ça raconte beaucoup de choses du rapport de nos sociétés à l'enfance et de l'évolution de ce rapport à l'enfance. Et 2e petit conseil, c'est une vidéo commune entre Aéronautes et Passeport pour hier sur le pyrénéisme, qui est un mouvement du 19e siècle sur l'exploration, l'art et la littérature donc dans les Pyrénées. Et pareil, je parlais de rapport à la société, à l'enfance. Ici, c'est plutôt le rapport changeant de nos sociétés à la montagne et aux Pyrénées en particulier qui est exploré. Et je vous conseille, c'est vraiment passionnant. Super, merci beaucoup Adeline. Nico, à ton tour. Bien, moi en tant que news perso, pour commencer, j'ai dans l'idée de faire au moins 2 ou 3 vidéos YouTube cette année. Donc je bosse dessus, même si je fais pas je fais face à un certain blocage créatif, puisque la prochaine vidéo, je n'en dis pas trop, mais va prendre un fait historique et je vais faire l'inverse de ce que je fais habituellement. Je vais prendre un fait historique et composer une chanson de métal dessus. Donc j'ai un petit blocage créatif sur les paroles, mais globalement le sujet de la vidéo est assez bien avancé. Ce sera sur un sujet qui est quand même globalement léger, on va dire ça comme ça. Juste pour la bonne excuse pour faire un morceau. Et en dehors de ça, je serai présent au Lidar Morrigan, qui est un festival métal qui a lieu à Valais le 30 mai 2026 à côté de Nantes. Alors pourquoi j'en parle? Parce que c'est un festival de métal, certes, mais avec une petite dimension historique, puisqu'il y aura la présence d'artisans et de marchands médiévaux, ainsi qu'une troupe de reconstitution viking. Et les groupes programmés sont en accord avec cette, entre guillemets, ligne éditoriale, avec des groupes de ce qu'on appelle de folk metal, qui vont puiser soit dans le folklore de leur pays d'origine, je pense par exemple à Moonsoro, qui est un groupe finlandais, soit directement dans l'histoire, comme le groupe français Bandseed, qui s'inspire des Gaulois. Donc moi j'y serai pour passer un bon moment déjà, mais aussi pour interviewer des groupes et aussi les festivaliers sur leur rapport à l'histoire et ce qu'ils attendent de la part de groupes de métal qui utilisent l'histoire comme source d'inspiration. Et en ce qui concerne les nouvelles du collectif, pareil, j'ai 2 vidéos à suggérer. La première, c'est la vidéo de La Note Antique sur le trigonon, qui est une harpe triangulaire d'origine antique, et il est au musée Narbovia
à Narbonne pour en parler. Donc il parle un petit peu de son histoire et il joue quelques notes comme il fait à chacune de ses vidéos. C'est très sympa et très, très agréable à écouter. Et la deuxième vidéo, je ne quitte pas le monde entier, c'est décidément mon thème aujourd'hui pour ce podcast, puisque je voulais vous parler de la vidéo de Quentin Sancier de la chaîne YouTube Sur le Champ, qui a sorti une vidéo entre guillemets de conclusion sur une expérience hoplitique qu'il a menée. Le but était de rassembler 400 personnes, 400 volontaires pour faire des tests, une expérience de choc et de fuite pour le combat hoplitique. Alors c'est une vidéo qui est très encadrée déjà au niveau sécurité, puisque 400 personnes pour jouer à la bagarre, ça peut vite détourner au drame. Devenir une vraie bagarre, du coup. Exactement. Mais non, apparemment, ça s'est Voilà. très bien passé. C'était très humainement très sympa, mais aussi scientifiquement. Le but était de mettre à l'épreuve, entre guillemets, les sources antiques qui décrivent beaucoup le choc hoplitique, en fait, qui expliquent que au moment, dans le combat antique, qui était un combat de phalanges, les deux phalanges, en fait, il y a très régulièrement dans les sources antiques, on lit le fait que il y a un côté ou l'autre qui fuit avant le choc. Et le but de l'expérience, c'était justement de mettre ça un petit peu donc dans un contexte, encore une fois, qui est très très cadré, de mettre ça un peu en œuvre et de voir comment, quand il y a un camp qui ne sait pas encore lequel, on ne sait pas encore lequel en avance, il y a un camp qui va se mettre à fuir à 15, 10 ou 5 mètres avant le choc avec l'autre camp. Et le but était de voir un petit peu comment ça se déroulait, comment ça se passait, quel était le taux de perte, et essayer de comprendre un petit peu comment ça fonctionnait. Alors, évidemment, comme il l'explique très bien lui-même, il y a certaines limites à cette expérience-là. La première d'entre elles étant le fait que les participants savent qu'ils participent à une expérience et donc ne craignent pas pour leur vie. Mais c'est assez intéressant à observer. Et pour finir là-dessus, moi je voulais juste mettre cette petite vidéo compléter avec mon expérience de reconstituteur, parce que je fais la reconstitution historique donc dans une troupe de reconstitution de Gaulois 1er siècle avant notre ère, et régulièrement pendant les sorties on fait des démonstrations de bagarre. Alors malheureusement on n'est pas aussi nombreux que ça, malheureusement ou heureusement d'ailleurs, parce que pour le coup c'est un peu moins cadré, un peu moins contrôlé, et nous on va vraiment au choc, et c'est assez drôle justement de constater. Donc nous, effectivement, on va à la bagarre, on va au choc. Alors on définit des règles quand t'es touché ou quand tu ne le sens plus. Tu peux quitter la formation à tout moment, quand même pour assurer un minimum de sécurité. Mais pour le coup, contrairement à l'expérience de Quentin Sancier, nous on va chercher délibérément le choc pour essayer de mettre un peu d'animation dans la sortie. Donc c'est assez intéressant de constater cette approche qui est finalement très différente de ce que nous on fait en Reconcite, mais qui apporte un regard différent. C'est une approche ouais. Et c'est une approche en fait techniquement c'est de l'archéologie expérimentale qu'a fait Quentin. Et ce qui est hyper intéressant aussi, c'est que j'ai vu qu'il y avait je suis en train de me demander s'il n'y a pas eu une petite résonance même au niveau international, parce que j'ai cru voir ici et là alors je crois que c'est sur Twitter, parce que je suis resté malgré tout sur Twitter, je sais que c'est pas bien mais bon voilà, des gens qui ont pris des extraits de cette expérience et qui parlaient en anglais. Écoute, je l'ignorais parfaitement, c'est très cool. Donc je pense qu'il y a Quentin a créé quelque chose de hyper intéressant, ne serait-ce qu'au niveau universitaire déjà, et même au niveau de YouTube, et donc c'est bravo à Quentin. Et on rappelle également, comme tu l'as dit, la vidéo qu'a sorti la Note Antique sur le trigonone, un instrument fort curieux. Sabine. Oui. Alors, petite news, enfin perso, on va dire, je suis en train d'essayer de finir dès que je peux le montage d'une vidéo. C'était une conférence que j'ai donnée au sein de, enfin c'était pour la mairie de Savigny-sur-Orge. Ils avaient un programme autour de l'IA. Et en fait, j'ai proposé une conférence sur l'IA, la réalité virtuelle dans l'art et la culture, donc aussi dans tout ce qui est recherche scientifique, archéologique. Donc j'espère pouvoir bientôt finir cette vidéo YouTube qui sera en ligne, j'espère, ce mois-ci, au pire début juin. Et sinon, pour un petit peu parler des vidéos des copains, vous avez la vidéo d'Averroès qui s'intitule Verer de la Frontera, donc village blanc le plus fascinant d'Andalousie. L'idée, c'est en fait de traiter de ce village blanc d'Andalousie qui a un
passé très riche, avec des histoires locales intrigantes, étonnantes. Par exemple, il y avait des liens étroits avec Chefchaouen, la ville du Maroc. Vous avez également, autre fait surprenant, les femmes de Vecher, portaient un voile qui couvrait le visage sauf un œil. Et comme certaines femmes du Maghreb, justement. Voilà, donc jusque dans les années 20. Donc ça va traiter de ceci. Voilà. Et bien merci Sabine. Et quant à moi, je vais d'abord vous mettre en avant également, premièrement, la vidéo de la prof, donc Justine, qui a fait une vidéo dont l'idée est vraiment cool, je trouve. Elle a une map monde chez elle, qui est assez ancienne, et elle va simplement se poser la question de quand date cette map monde. Elle va en profiter pour expliquer par une enquête, pour trouver cette date, et aussi expliquer un petit peu la géopolitique de l'époque. Je vous dis pas plus, vous découvrirez par vous-même. Je rappelle que les liens des vidéos dont on vous parle seront en description du podcast. La deuxième vidéo, c'est celle de Passeport pour hier. Donc Adeline en a déjà un peu parlé, Passeport pour hier, qui a fait une collaboration avec Aeronautes. Et ce mois-ci, alors c'était quand ? Oui, c'était au mois de mars, pardon. Elsa, donc de Passeport pour hier, a publié une vidéo qui explique comment l'URSS a asséché la mer d'Aral. Et ça, c'est hyper intéressant et hyper passionnant. Et je vais terminer, je vais faire l'inverse par ma propre actualité, mes actualités. Au mois de mars, j'ai sorti une vidéo, je faisais une réaction à quelqu'un sur TikTok qui se dit débunker les idées reçues sur l'histoire. Il a fait un debunk, entre guillemets, sur 5 idées reçues sur la Révolution française. Manque de peau, il y a eu des erreurs, donc j'en parle directement sur cette vidéo. Et là, je suis en train de préparer un long podcast. Comme je vous l'ai dit tout à l'heure, je suis très podcast en ce moment. Qui va essayer de résumer, je vous l'ai annoncé, les différences entre les christianismes qui existent actuellement. Voilà, et je crois que c'est tout pour nous tous. Je ne sais pas si vous voulez rajouter quelques mots pour terminer ce podcast. Le premier Hérodotecast. Ouais, c'était très sympa ce petit Hérodotecast là. Oui. Waouh, t'as une ambiance super. Oui, c'était sympa. Oui, ouais, sympa. C'est un peu fait chier. Voilà, pardon. Ouais, un peu d'ambiance, c'était sympa ou pas ? Ouais. Oh la vache, sérieux. Mais vous avez des gens chez vous que vous pouvez pas parler fort ou... Entre autres. Ah oui, pardon. Ok, désolé. Vie de maman. Oui, c'est vrai, pardon, j'oubliais. Bon, ok, en tout cas, merci à vous trois de nous avoir accompagnés, d'avoir été là pour ce premier épisode. Il y en aura d'autres. J'espère que la formule va vous plaire à toutes et à tous. N'oubliez pas de liker, de partager sur vos réseaux sociaux, etc. N'oubliez pas de rejoindre également les chaînes des membres ici présents qui vous parlent aujourd'hui, mais également de tous ceux du collectif Hérodote. Je vous rappelle que nous avons un site internet collectif-hérodote.com. N'hésitez pas à faire un tour dessus. On est également présent sur les réseaux, un peu tous les réseaux, sauf Twitter, puisque la plupart d'entre nous l'avons déserté, et c'est normal. Voilà, bref, on vous fait des poutous, on vous dit à bientôt, prenez soin de vous, et puis au prochain épisode d'Hérodotecast. Salut. Allez, salut. Salut. Salut.